un super pouvoir pour reprendre contenance quand tu dois t'exprimer en public. Alors que ce soit appeler un client, que ce soit faire un discours devant les collègues, le patron, que ce soit faire une conférence ou même le discours du mariage de ta meilleure amie, quelle que soit la situation, quand tu dois t'exprimer en public, bah, c'est pas facile. Et je dis bien en public parce que, ouais, si c'est pour chanter Céline Dion devant ton miroir de ta salle de bain avec ta brosse à cheveux, on est d'accord qu'il y a moyen de gérer. Tu peux y aller, tu peux te planter, ça fait pas trop peur. Par contre, une fois qu'il s'agit d'être confronté aux autres, c'est beaucoup plus compliqué. Et il faut être honnête, on n'a pas le temps d'aller vite voir 12 tutos YouTube pour comment ne pas stresser avant une confrontation publique. Alors, c'est exactement pour ça que j'ai créé ce numéro de 5 Positive Moment Later. Habitue-toi, ce sera toujours comme ça. 5 trucs, astuces, conseils, tips, vraiment pour pouvoir te débrouiller rapidement en quelques secondes avant un discours public, une présentation publique, bref, reprendre confiance en toi quand tu es confronté au monde. Alors, c'est parti, je te dis à tout de suite. Première astuce, l'ancrage 5 secondes. Alors, le dos est humain, donc jusque-là, pas de panique, tout va bien. Il est tellement humain, d'ailleurs, qu'il est même la conséquence d'un phénomène physique. C'est pas un manque de compétences, mais une réaction biologique de survie. Alors, calme-toi Germaine, je t'explique tout. Il y a l'amygdale dans le cerveau, hein, pas celle du fond de la gorge, évidemment. L'amygdale, c'est le centre de la peur. OK? Il y a le cortex préfrontal aussi, toujours dans le cerveau. Lui, c'est ce qu'on appelle le centre de la logique. En gros, c'est celui qui te dit: «Arrête tes conneries, c'est pas possible». Sauf que quand tu as peur, bah, l'amygdale, elle va jouer un peu les hackers, elle va venir pirater, court-circuiter ton centre de la logique. Résultat, tu doutes et le doute, bah, il se manifeste, en te faisant perdre tes moyens physiquement. Physiquement. Tu connais certainement, peut-être déjà, le mal de crâne, la transpi, abondante, l'envie de vomir, l'envie de pleurer, pleurer carrément, le malaise vagal. Bref, on n'est pas bien du tout quand on a vraiment peur, quand on a ce qu'on appelle le trac. Donc, bah, pour parer tout ça, on va lui donner une réponse, une contre-offensive rapide qui sera elle aussi très physique. C'est ce qu'on appelle l'ancrage. L'ancrage 5 seconds. Bah oui, tant qu'à faire, hein. Petit rappel à 5 positive moments later, comme ça ainsi tu penseras à moi. Et ce sera encore plus ancré, tiens. Bref, l'astuce c'est, tu vas presser fort ton pouce, l'index, pendant 5 secondes. Un peu comme si tu pressais le câble ou le tuyau, tu vois, qui relie cette fameuse amygdale, donc la peur, et le cortex frontal, donc la logique. Tu vois, ils sont reliés, hop, 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 nous on presse. Hop, et on appuie fort. Ainsi, bah, par logique, même figuratif, je te dirais, tu vas empêcher l'amygdale de venir parasiter ton centre de la logique et tu pourras te concentrer ainsi sur ce qu'il y a à faire, bah, bien terre à terre, c'est-à-dire transmettre tes informations, donner ton discours, raisonner, ton client, bref, présenter ton service. Alors, je te donne un exemple. Justement, si tu veux faire un live ou que tu as un rendez-vous client ou un discours pour le mariage de ta meilleure amie, bref, on s'en fout. Si tu te retrouves confronté à ce trac, à ce stress, à cette peur d'être face à du public, eh bien, quelques secondes avant, tu vas presser et verbaliser. Alors, presser, tu peux le faire discrètement, tu peux le faire clairement devant tes yeux si tu en as la possibilité, si tu es suffisamment isolé. Et verbaliser, même chose. Tu vas pouvoir le faire évidemment dans ta tête, mais l'idéal, c'est même de le faire tout haut si tu en as la possibilité, donc si tu es relativement isolé. Bon, tu peux le faire aussi devant tout le monde, mais ne t'étonne pas si on te prend un petit peu pour un fou. Bref, l'objectif, tu prends ton pouce, ton index et tu verbalises. Je coupe la connexion Wi-Fi et je reprends le contrôle de ma logique. Alors pourquoi je coupe la connexion Wi-Fi? C'est un peu d'humour, mais c'est vraiment parce que aujourd'hui, dans notre société, c'est très représentatif justement de cette connexion qu'on a entre cette amygdale, donc le centre de la peur, et ce cortex préfrontal qui est le centre de la logique. Donc, on presse ce fameux tuyau qu'il y a entre les 2, on coupe la connexion et on le dit clairement: «Je coupe la connexion Wi-Fi et je reprends le contrôle de ma logique». Voilà comment, en quelques secondes, 5 secondes, tu peux réellement
venir te remettre le focus. Vraiment, c'est ça, c'est l'attention, non pas sur la peur, le doute, mais sur ce que tu as à transmettre. Alors, le doute, la peur existe avant, le doute, la peur existera très certainement après, quand tout sera terminé et que tu auras relâché justement cette connexion entre toutes les parties de ton cerveau. Peut-être que la panique reviendra te dire: «Oh, ça y est, je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait». Mais c'est une bonne chose parce que, mine de rien, tu auras réussi à atteindre ton objectif. Qu'est-ce que tu veux? Transmettre l'information au moment où tu en as besoin. Donc, le but sera accompli, l'objectif sera clair et accompli, et c'est ça qu'on veut aussi. Donc, dis-moi en commentaire si ça a fonctionné pour toi, si tu as eu l'occasion de tester, si tu penses le tester. Quand tu l'as testé, est-ce que tu as trouvé que c'était fait pour toi? Est-ce que tu te sens de le faire? Est-ce que tu t'es senti de le faire? Parce que si c'est pas ça qui fonctionne chez toi, eh bien, c'est exactement le principe de 5 positive moments later. Je te donne rendez-vous dans l'astuce suivante. À tout de suite. Deuxième point, le pouvoir de la certitude. Bon, dit comme ça, on est d'accord que ça fait pas beaucoup d'effet. Mais ce qu'on va voir justement dans ce deuxième point, c'est le pouvoir de la certitude par la posture. Et donc, l'idée que le corps ne suit pas seulement l'esprit, mais l'esprit suit aussi ton corps. Et dans cette idée, on va appliquer ce qu'on appelle la biomécanique de la certitude. Alors, la posture envoie des signaux de testostérone et de cortisol au cerveau, tout simplement. Donc, si tu te ratatines comme ça, si tu as tendance à te rabaisser, eh bien, tu t'auto-injectes de l'hormone du cortisol, donc c'est-à-dire l'hormone du stress. Parce que oui, si tu ne le sais pas encore, le cortisol, c'est l'hormone du stress. On en entend beaucoup parler. Eh bien maintenant, peut-être que c'est plus clair pour toi. Et pour faire descendre ce pic de cortisol, on va donner des indicateurs de sécurité à notre cerveau par notre corps. Donc, la position fœtale, tu la connais, hein, c'est le petit bébé comme ça qui a tendance à se recroqueviller, qui a besoin d'être emmailloté, mis au chaud, en sécurité comme ça. Et puis, il y a face à ça la posture de pouvoir, vraiment ce qu'on appelle le fait de sortir le sternum, abaisser tes épaules. Oui, parce que quand tu te mets en position fœtale, tes épaules remontent et ta tête entre entre tes épaules, si je peux me permettre. Tu resserres vraiment ton sternum comme ça, alors que la posture de pouvoir, au contraire, tu vas sortir, mettre en avant le sternum et donc forcément, automatiquement, tes épaules se rabaissent et montrent en fait une posture de relâchement, de sécurité pour ton esprit. Et en plus de ça, tu vas regarder droit devant et donner un visuel de confiance à ton auditoire. Alors, cette ouverture corporelle, évidemment, signale à ton cerveau que tu n'es pas en danger. Donc, ton cortisol baisse et ton énergie est propulsée à l'extérieur. Elle inspire naturellement confiance sans effort. Alors je dis sans effort, au début, oui, bien sûr que si c'est pas dans ton habitude, tu vas avoir une forme d'effort à faire, de penser à dire: «Tiens, allez, hop, je me redresse, je sors le sternum, je rabaisse les épaules, je garde le regard haut et tout va bien se passer». Alors oui, c'est un effort, juste cette position-là. D'ailleurs, petit truc, si tu veux, t'habituer à cette posture, prends la peine de la faire même lorsque tu te promènes, dans la rue, par exemple, et tu verras d'ailleurs que le fait de garder cette posture haute lorsque tu te promènes, eh bien, tu vas remarquer certainement des regards bienveillants, des sourires. Tu amèneras plus de bonjour, de comment allez-vous, de pourquoi pas quelqu'un qui te posera une question. Alors, ça paraît impressionnant, hein, surtout quand on est un peu timide, et ça, je peux le comprendre, mais au final, on trouve de l'agréable aussi à communiquer avec les gens, et c'est une belle forme d'entraînement sans qu'il y ait pour autant vraiment un enjeu impactant dans un premier temps. Donc l'objectif, c'est juste de se promener en rue et de passer un bon moment, de se sentir fier de soi et de propulser cette énergie naturelle de confiance. Donc c'est ton entraînement à toi pour ton corps. Et puis la seconde astuce que je te dirais vraiment ici par rapport à cette posture de pouvoir et de confiance, c'est, beh, prenons l'exemple des politiques, par exemple. Eux, ils font souvent des grands discours publiquement, donc à la télévision, on les voit, ils sont menés à être vus par énormément de monde. Et ce qui se passe, c'est que, comme tout le monde, hein, ils ont des discours préparés, qui souvent d'ailleurs dans leur cas ne sont même pas préparés par eux-mêmes. Donc souvent, évidemment, en tant que bons professionnels et surtout bons parleurs, ils vont étudier ce discours. Ils vont l'apprendre par cœur, si je peux dire comme ça, en tout cas la profondeur. Mais on est humain et puis on n'a pas toujours le temps, parfois dans des circonstances catastrophiques ou de rapidité,
Si on te demande 2 heures avant de créer un texte pour faire un discours 2 heures après, tu es capable de le créer, tu auras ce texte devant tes yeux. De là à le connaître par cœur, ça devient plus compliqué. On a moins de temps à ce niveau-là. Mais pas de panique, encore une fois, il y a des trucs et astuces pour ne pas te remettre dans cette énergie de posture basse qui te fait monter le cortisol, mais de bien rester dans cette posture haute avec le regard haut. Alors, je vais prendre ici par exemple un petit carnet, hein, on va faire comme si je prenais, voilà, je regardais des notes, hein, hop, je regarde mes notes et bah, ce qui va se passer, c'est que le réflexe, quand on a ces notes, c'est qu'on va faire ceci. Et là, tu donnes à ton audience et à ton cerveau une posture de soumission, si je peux dire comme ça. Et donc, tu replonges un peu dans ce stress et dans ces pics de cortisol. Alors, comment ce qu'on fait? Ben, regarde les grands politiques, ne s'embarrassent pas de ça. Eux, le plus important, c'est d'abord l'apparence et la confiance. Ils en ont besoin qu'on leur fasse confiance. À tort ou à raison, ça c'est un autre sujet. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre tes notes et plutôt que d'abaisser ton visage, tu vas simplement prendre tes notes et faire. Tu sais, un peu celui, genre, qui a les lunettes pas très ajustées. Tu peux relever ceci quelques instants et dire: «Alors, dans le point 3, tu vois la différence? Dans le point 3, alors oui, oui, aujourd'hui le point 3 donc de la réunion, ce sera ça. Le point 4, bien sûr, nous allons l'aborder et nous allons en parler tous ensemble». Voilà un peu l'idée de ce que ça doit te donner, donc cette idée de posture de pouvoir. Alors, évidemment, tu as reçu le point 1, il y a le point 2, il y a encore 3 points derrière et l'idée, c'est de les cumuler. Donc, laisse-moi en commentaire ce que tu auras mis en place, ce que tu auras testé déjà. Et si tu as eu l'occasion de tous les tester, magnifique. Et en attendant, je te donne rendez-vous dans le point suivant. C'est parti. Le troisième point, la règle du silence tactile. L'être humain a une peur du vide, du silence, du blanc malaisant. Tu sais? On a cette impression que le vide nous rend moins crédibles. Un peu en mode merde, ils vont croire que je sais pas, je sais plus ce que je dois dire. Merde, ils vont croire que j'ai oublié ce que je dois faire. Ils vont croire que je maîtrise pas. Pourtant, tu auras remarqué que les grands leaders de ce monde, eux, utilisent systématiquement ce moment de flottement pour donner du grandiose à leur dernière phrase ou encore pour laisser le temps à l'audience de digérer vraiment l'information. Bon, le souci, c'est que quand on est stressé, on va plutôt faire l'inverse et parler hyper vite, très très vite, genre vite, 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 que ce soit fini, j'en peux plus, j'ai peur. Pourtant, celui qui prend le temps de réfléchir est perçu comme celui qui a le contrôle. Le silence n'est pas un aveu de faiblesse, c'est une preuve d'autorité. Cela transforme ton doute intérieur en une image de réflexion stratégique. Et ça, c'est avant tout pour toi. Toi. Ça donnera l'impression aux autres, mais c'est pour toi aussi. Rappelle-toi, on est là pour se donner de la consistance, de la confiance en soi en public. Et finalement, bah, c'est en parlant trop vite, en ne faisant pas ces pauses nécessaires que l'on devient moins compréhensible. D'ailleurs, petit aveu au passage, j'ai une tendance à parler très vite. Pas forcément d'ailleurs quand je suis en stress, hein. J'ai déjà une tendance naturelle à parler vite. Et là, quand tu me vois là maintenant, crois-moi, j'ai déjà beaucoup travaillé sur le sujet, j'ai déjà fait beaucoup d'efforts. Est-ce que j'en ai encore à faire? Oh, oui, je te promets, j'en ai encore à faire. Donc d'ailleurs, si tu me suis suffisamment longtemps, je serais enchantée de te voir un jour en commentaire dire: «Ah oui, on voit bien tes efforts». Ça me fera très plaisir, pardon, et je t'en prie, lâche-toi. Donc, on est là pour s'entraîner, on est là pour essayer, on est là pour développer cette bonne habitude du silence tactique. Et le premier entraînement au silence va être de compter jusqu'à 2, jusqu'à 3, en gardant un contact visuel quand on te pose à toi une question. Ça, c'est déjà un premier entraînement. Alors quand je te dis, un entraînement, c'est-à-dire que tu vas le faire dans ta vie de tous les jours. Donc même quand la boulangère te demande: «Votre pain bien cuit ou pas de trop?» «Bien cuit». Tu vois l'idée? Ou au téléphone avec ta mère: «Dis au fait, tu veux des restes des spaghettis bolo qu'on a mangés hier?» «Mmh, non». Tu vois? Un peu ce côté réflexion, on prend quelques secondes. Ensuite, beh, quand tu prépares un discours, là, c'est plus formel, tu as le temps de te préparer, tu sais que tu vas le donner, publiquement. Quand tu prépares un discours ou un exposé, eh bien là, dans ton texte vraiment, tu vas laisser un espace et tirer un trait rouge là où tu dois faire un silence. Vraiment, marque-le précisément visuellement, comme ça lorsque tu reliras, lorsque tu t'imprégneras de ce que tu as raconté, bah, là, le silence, il sera
bien défini et tu ne l'oublieras pas. Ou en tout cas, on va se donner les meilleurs atouts pour ne pas l'oublier. Et enfin, beh, après chaque question rhétorique, donc si tu ne sais pas ce que c'est qu'une question rhétorique, c'est quand, on pose une question, mais auquel on n'attend pas du tout une réponse. Tu sais, comme par exemple, si je te dis maintenant: «Tu as compris?» Donc tu n'attends pas en fait, je n'attends pas de réponse. Je sais que tu ne peux pas me répondre en direct. Par contre, tu peux me répondre dans les commentaires, hésite pas, laisse-toi aller, avec plaisir, je te lirai. Donc soit, après chaque question rhétorique, tu laisseras toujours un silence de 3 secondes. L'idée, c'est que même si tu n'attends pas une réponse, tu laisses malgré tout à ton auditoire, à ton audience, le temps d'avoir la réflexion de ce que tu lui as posé comme question. Et ça, c'est ce qui va vraiment permettre l'ancrage de ce que tu as raconté à ton audience. Parce que je te rappelle que, OK, ici dans ce point, dans ces points-ci, dans cette émission-ci, dans ce numéro-ci, on est là pour créer l'interaction publique. Mais l'objectif d'une interaction publique, c'est quand même d'être remarqué, que ce que tu présentes soit retenu. Donc, qu'est-ce que tu veux? Transmettre un message et que ton message soit compris et retenu. Et pour ça, les ancrages mentaux que tu vas créer grâce à ces silences vont vraiment permettre d'impacter profondément ton auditoire à ce que tu as raconté. Eh bien, nous voilà déjà à la fin de ce point 3. J'espère que tout se passe bien pour toi jusque-là. N'oublie pas que tout se cumule, que tout se prend séparément, bien sûr, mais que tout se cumule. Et pour ça, je te donne rendez-vous dans la vidéo suivante. Nous voilà dans le quatrième point qui sont les habitudes de langage. Alors ici, ce sont quelques exemples spécifiques, mais sache que dans la majorité des vidéos que tu retrouveras sur cette chaîne, il y a des chances que je te parlerai souvent de tics de langage. Pourquoi? Parce que je trouve ça vraiment très important. Et donc, bah, dans le sujet de notre doute ici en public, notre manque de confiance lorsque l'on doit intervenir face à d'autres personnes, on va être plus précis en parlant, par exemple, des personnes qui doutent et qui s'excusent souvent d'exister ou de prendre du temps. Oui, c'est ce qu'on fait. Quand on n'est pas sûr de soi, on s'excuse beaucoup. Alors, on va bannir vraiment les désolé du retard, désolé de vous déranger, et on va les remplacer par merci pour votre patience ou merci de m'accorder ce moment. Alors peut-être que tu trouves que ça change pas grand-chose, pourtant tu passes d'une posture de dette, je vous dois quelque chose, à une posture de valeur. Votre temps est précieux et le mien aussi. C'est un changement radical de perception pour toi, mais aussi pour les autres. Donc en t'excusant sans cesse, désolé de vous déranger, etc., tu te places dans une position d'enfant face à un parent, face à un juge. Alors que en disant merci de votre écoute, tu valides la qualité de l'autre tout en affirmant la valeur de ton message. Tu crées une relation d'égal à égal, d'adulte à adulte. Alors, pour mieux comprendre, je vais te donner quelques cas concrets, quelques phrases, quelques réflexions que l'on pourrait te faire dans le cadre du travail. euh, et que tu peux «transformer» entre guillemets, si je peux dire comme ça. Alors ça paraît, infaisable au début et c'est normal et c'est OK, c'est pas le premier réflexe que l'on a dans la vie de tous les jours. Par contre, vraiment, le fait d'écouter cette vidéo et d'en prendre conscience sur ta manière de te parler avant tout à toi, plus qu'aux autres d'ailleurs, va vraiment conditionner ce regard sur toi-même et te dire, bah, qu'il est temps d'arrêter de mal te parler à toi avant tout. Et donc, par exemple, quand tu te dis même à toi-même: «Oh là là, je suis sous l'eau, je n'arrive plus à suivre. Je suis sous l'eau. Oh, je suis débordée. Oh là là, je vais jamais y arriver. Oh là 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 là, j'ai trop de dossiers à régler». Tu vois un peu ce type de paroles qu'on peut se faire à soi-même ou qu'on peut dire parfois même à un collègue ou à quelqu'un d'autre ou à son conjoint, à sa conjointe. Bref, ce genre de phrase quand on se sent débordé tout simplement. Eh bien là, tu vas plutôt transformer cette phrase en te disant plutôt: «Je vais prendre un temps supplémentaire pour approfondir ce point-là avant de passer au suivant». Ça va vraiment t'obliger à structurer ton travail et à te dire: «OK, c'est pas la peine de courir sur la suite si tu es déjà pas à fond dans le premier point. On passe pas au deuxième, on passe pas au troisième. Donc c'est vraiment: «Je vais prendre un temps supplémentaire», tu t'autorises ce temps supplémentaire pour approfondir ce point-là avant de passer au suivant. Est-ce que tu vois un peu l'idée? C'est surtout ça qui m'intéresse ici dans cette partie, c'est que tu comprennes le mécanisme et l'idée de transforme la manière dont tu te parles. Un deuxième exemple, ça peut être: «Désolé, j'ai complètement oublié de te répondre».
On a tous déjà oublié un mail et plutôt que d'être en mode: «Oh là là, je te dois quelque chose, je m'excuse, désolé, désolé, désolé». Tu vas plutôt mettre, pardon, l'accent sur: «J'ai mis ton message en attente pour m'assurer de pouvoir t'apporter une réponse complète et de qualité». En gros, le message, c'est pas un oubli, c'est une gestion d'attention, tu vois? Un peu: «Oui, j'ai vu ton message», ce qui est pas tout à fait faux. Le message, en général, on l'a vu. «J'ai vu ton message, j'avais besoin d'un temps de réflexion, je vais le prendre et je te réponds». Et en plus, ça te met toi dans une posture beaucoup plus confortable en te disant: «Arrête de te flageller, arrête de te culpabiliser, de toute façon, ça va rien changer». Donc vraiment, c'est ça le mécanisme qu'il y a derrière notre tic de langage, notre façon de nous parler à nous. Un autre exemple pareil aussi, «Je n'ai pas eu le temps de finir ce dossier» ou même à toi: «Merde, j'ai pas eu le temps de finir ce dossier». Tu peux plutôt te dire: «Bah, pour donner toute l'importance que mérite ce sujet, je vais prendre un temps supplémentaire pour lui». Ça, c'est la réponse plutôt au patron. Mais même à toi-même, tu peux te dire très honnêtement: «OK, ce dossier est plus compliqué que ce que je ne pensais au départ, j'ai besoin d'un temps supplémentaire». Donc c'est pas: «Oh mon Dieu, j'ai pas eu le temps de finir ce dossier». C'est juste une réalité. Ce dossier te donne plus de fil à retordre que tu ne le pensais. Donc plutôt que de t'accabler en disant: c'est une faute», bah, prends la réalité en main et dis-toi tout simplement, bah, que ce dossier mérite plus d'attention que tu ne le pensais. Il demande un temps supplémentaire pour lui, tout simplement. Autre exemple aussi, je fais ce que je peux, mais on me demande l'impossible. Ah ça, on l'a déjà tous dit à un moment donné dans son boulot ou même parfois vis-à-vis des enfants ou ce genre de choses et bah, l'idée, c'est de plutôt remplacer la plainte par une proposition de solution concrète. Donc quand c'est quelqu'un qui te fait un peu un reproche, si je peux dire comme ça, et que tu as envie de répondre: «Ouais, mais je fais ce que je peux moi, mais on me demande l'impossible là, vraiment». Bah, tu vas plutôt répondre à quelque chose du genre: «Afin de permettre de finaliser vraiment ce dossier correctement, bah, l'avis de mon collègue serait bénéfique sur cette partie». Ou si c'est les enfants, par exemple, plutôt que de dire: «Oh ouais, beh, moi je fais ce que je peux, j'ai pas 10 mains, hein». On l'a tous déjà dit ça. «Je fais ce que je peux, j'ai pas 10 mains». Tu vas plutôt dire: «Écoutez, si vous voulez que le dossier avance plus vite ou si tu veux que le souper ou le dîner se fasse plus rapidement, parce que tu as faim, je l'entends, mais peut-être qu'il serait, bien si tu pouvais, commencer à mettre la table. Un petit coup de main pour mettre la table serait bienvenu pour accélérer le moment où on va passer à table. Ça, c'est une autre façon de faire. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne fais pas un aveu de faiblesse. Au contraire, tu fais du dispatch. Tu dis: «Écoute, moi je veux bien, je suis OK avec toi, moi aussi j'ai faim», par exemple. Bah, la solution, c'est de proposer quelque chose de concret qui va vraiment faire avancer le schmilblick, comme on peut dire. Des phrases aussi du genre: «Je suis au bout du rouleau, j'ai besoin de vacances». Alors ouais, ça on l'a tous dit aussi, hein. Si tu ne l'as jamais dit dans ta vie, très honnêtement, je serais surprise. Eh bien, le truc, c'est vraiment plutôt de parler en mode: «Je planifie mes vacances de manière stratégique pour maintenir mon niveau de performance sur le long terme». C'est-à-dire qu'en fait, tu mets l'accent sur le fait que les vacances, c'est pas un remède, c'est une nécessité prévue dès le départ pour recharger les batteries et ça, psychologiquement, ça donne beaucoup plus d'impact. Donc voilà ce que j'avais envie de te dire dans ce quatrième point qui est vraiment l'éthique de langage. Cette manière dont on se parle à nous-mêmes et dont on parle aux autres. Attention de toujours nous mettre en valeur tout en mettant les autres également en valeur et au contraire de ne pas se rabaisser. Donc, pour la suite des derniers points, rendez-vous tout de suite. Le cinquième et dernier point de ce Five Positive Moment Later va être sur l'expansion territoriale, la loi de l'espace. L'espace, pas l'espace. Bref, je t'explique tout. Quand on a le doute, la confiance en soi qui est un peu diminuée, eh bien, ça se traduit physiquement par une volonté inconsciente de devenir vraiment tout petit pour ne pas être une cible. C'est un peu un instinct primitif, si je peux dire comme ça. Un leader, au contraire, lui, il possède. Il possède le périmètre, il possède l'espace, lui, il s'étend, il se laisse vraiment de la place. Le constat, en fait, c'est simplement que bah, tu l'as déjà certainement observé. Les gens, dans une réunion, quand ils doutent, alors comme je parle pas forcément de la personne qui parle, hein, même la personne qui participe. Si toi, tu participes à une réunion
même que tu as rien à dire, ton attitude va être extrêmement parleur. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, les personnes qui manquent de confiance en elles, elles serrent les coudes contre leur corps, elles croisent les jambes, elles cachent leurs mains sous la table ou gardent même d'ailleurs leurs affaires. Tu sais, un peu le côté, je garde, ma petite mallette, près de moi, je me fais vraiment, tout serré, tout petit, hem, parce que c'est un peu une forme de d'auto-enfermement, de recroquevillement sur soi-même. Et en fait, bah, ça a une explication psychologique qui est très éthologique d'ailleurs, donc c'est vraiment ça remonte très loin dans l'idée humaine. C'est que dans le règne animal et dans la dynamique sociale d'ailleurs humaine, le statut est directement lié à l'espace occupé. Plus tu es à l'aise, plus tu étends ton territoire. C'est vraiment un signal de dominance non agressive qui calme instantanément ton propre sentiment d'imposture. D'ailleurs, inconsciemment, par exemple, souvent, on va dire, quand on voit une belle grande maison, voilà, celui-là, elle a bien réussi, hein. Alors que quelqu'un qui habite dans une plus petite maison, bah voilà, c'est qu'elle a moins de prestance, moins d'importance. Quand, des personnes, par exemple, érigent des statues aussi, bah, une petite statue, une moyenne, une grande et plus, ça sera grand et plus ce sera placé dans des endroits stratégiques et plus tu peux te dire que la personne a une grande confiance en elle, elle prend tout son espace. On a ce côté aussi, ah, le grand jardin, le grand espace. Moi, j'ai une grande maison avec un grand jardin. Bref, tu vois un petit peu l'idée, tu comprends le principe, il est le même un peu partout et c'est pas nouveau. C'est vraiment quelque chose qui est primal à l'intérieur de toi. C'est cet esprit que plus tu as de l'importance, plus tu remplis l'espace. Alors, qu'est-ce qu'on peut y faire? Bah, tout simplement en te conditionnant toi-même à prendre ton espace, même quand personne ne te regarde. Parce qu'encore une fois, et tout le long de cette vidéo, le plus important, c'est non pas ce que l'autre va ressentir, même si c'est important évidemment, puisque l'objectif, c'est que notre message soit transmis et compris de manière crédible et correcte. Mais surtout, c'est de prendre des bonnes habitudes pour toi. Et pour ça, eh bien, on va s'entraîner avec des petits trucs et astuces qui, dès le départ, vraiment, vont te permettre de t'ancrer dans cet espace que tu mérites et pour ça, il faut y croire évidemment. Donc par exemple, tu vas poser tes mains, tu ne les caches pas. Tu poses les mains vraiment à plat sur la table. C'est si tu es face à un bureau ou si tu es face à un pupitre parce que tu dois parler ou si tu es debout, eh bien, on va pas mettre les mains dans les poches, on va pas, faire comme ça, tu vois? On va pas se refermer, non, au contraire. On va se poser et on va poser les mains à plat sur la table. Espacées pour vraiment délimiter ton espace. Je te dirais que tes mains doivent être vraiment au moins en prolongement de tes épaules. Ce qui délimite en général un peu l'espace du corps, on est d'accord. Donc, il y a la règle des objets aussi. Tu poses par exemple ton carnet, ton verre, ton stylo, des choses comme ça, le plus loin possible et plus loin que d'habitude d'ailleurs. Tu sais pas, tu mets pas tout devant toi, un petit peu entre tes mains. Au contraire, ça peut même sortir de l'espace que tu as mis de tes mains. Donc tu mettras vraiment ton verre plus en avant, ton stylo plus en avant, ton carnet bien ouvert, plutôt que d'essayer de vraiment réduire cet, espace, tout simplement. Et ensuite, il y a l'appui dorsal. Utilise tout le dossier de ta chaise. Ne reste pas sur le bord en déséquilibre. Tu sais, souvent on a tendance à se mettre un peu comme ça sur le bord de la chaise. Non, vas-y, pose-toi. Sois tranquille, ancre-toi au fond du siège. Vraiment, c'est important. Montre cette stabilité. Donc, par exemple, quand vous arrivez à une conférence, à un rendez-vous client, à la réunion prof, élève, tu sais, pour les parents, là où on est toujours un petit peu embêté d'y aller parce qu'on a l'impression de se faire, un peu gronder à la place de nos enfants, eh bien, prends cette posture aussi. Au lieu de te recroqueviller sur, ta chaise comme ça, eh bien, tu vas vraiment prendre ton espace. Tu vas te mettre bien stable, tu vas poser tes mains sur le bureau et ton cerveau recevra le message: «Si je m'étale, c'est que je suis en sécurité ici. Si je suis en sécurité, c'est que je maîtrise la situation» et ça vraiment, c'est un signal qui est important pour renforcer la confiance en toi et tu vas aussi renforcer la confiance en toi de l'autre. Parce que évidemment qu'on a moins tendance à, on non pardon, c'est plutôt l'inverse. On va avoir tendance à être plus impressionné par quelqu'un qui arrive et qui se pose, que quelqu'un qui se fait comme ça, là, on a déjà l'impression qu'il se fait déjà gronder, si je peux me dire comme ça. Donc voilà,
Voilà les 5 points vraiment importants que j'avais envie de te transmettre aujourd'hui dans ce 5 Positive Moment Letter. N'hésite pas, partage cette vidéo si tu connais quelqu'un qui a tendance à être un peu plutôt timide, plutôt réservé, plutôt en manque de confiance en lui quand il y a du monde. N'hésite pas, partage. Et puis si ce n'est pas encore fait, abonne-toi bien évidemment. Et je te donne rendez-vous simplement dans la prochaine édition du 5 Positive Moment Letter.